notre sujet était la glasnost de Mikhaïl Gorbatchev, transparence ou désinformation. Et notre problématique, que nous apprend le 7e secrétaire? Au terme de cette étude, Mikhaïl Gorbatchev, qu'on remercie, nous apprend que la glasnost a été à la fois une politique de transparence, puisqu'elle a été traduite ainsi par les agences soviétiques, et une remarquable opération de désinformation, puisqu'elle a conduit les Européens de l'Ouest à ne rien comprendre de ces manœuvres, voire à prendre des décisions contraires à leurs intérêts. Le sujet du jour est la glasnost de Mikhaïl Gorbatchev, transparence ou désinformation. Et je commencerai par vous raconter une histoire. Il était une fois l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'URSS. Elle se trouvait à l'est du continent eurasiatique, sur une superficie de 22 millions de kilomètres carrés. Sa population était de 290 millions d'habitants. Son régime politique, né de la révolution d'octobre 1917, était construit sur une idéologie, le communisme. Le régime était également appuyé sur des satellites, une puissance spatiale, plusieurs milliers d'ogives nucléaires pointées sur les États-Unis et l'Europe de l'Ouest. Bref, l'URSS a été une des deux superpuissances de la guerre froide, 1947-1991. Et pourtant, cette puissance, cette superpuissance, disparaît en décembre 1991 pour des raisons complexes, internes et externes. Et depuis 30 ans, puisque nous sommes au 30e anniversaire de la disparition de l'URSS, depuis 30 ans, l'URSS est tombée dans un grand trou de méconnaissance, d'indifférence. Et pourtant, l'étude de l'URSS a beaucoup à nous apprendre, d'abord pour son histoire en tant que telle, qui a de la valeur, mais aussi sur des problématiques de puissance qui demeurent pour certaines d'actualité, même si la puissance ne cesse de se réinventer. Quelques mots du sujet qui nous rassemble. D'abord, Mikhaïl Gorbatchev. Mikhaïl Gorbatchev a été secrétaire général du Parti communiste d'Union soviétique de 1985 à 1991. Un atout de sa carrière a été d'avoir précédemment à la tête de responsabilités politiques dans la région de Stavropol. Stavropol est une partie méridionale de la Russie, autrement dit au sud de la Russie, proche du Caucase Nord. Et cette région du Caucase Nord compte des eaux minérales. En quoi est-ce un atout politique? À l'époque soviétique, être à la tête d'une région disposant d'eau minérale, autrement dit d'activités de thermalisme, a permis à Mikhaïl Gorbatchev d'avoir moult fois l'occasion d'accueillir à la descente de l'avion à l'aéroport de Minvodi des dirigeants soviétiques venus soigner leur foie fragilisé par une consommation alcoolique récurrente. Et ces moments partagés autour d'une cure lui ont permis de se faire un carnet d'adresses. Il avait bien sûr d'autres qualités.
Mikhaïl Gorbatchev s'est fait connaître pour la mise en œuvre d'un discours de la réforme, présenté comme la refonte, la perestroïka et la politique de la glasnost. Le mot glasnost a été traduit par les agences de presse soviétiques par transparence. Le mot transparence fait penser à une vitre bien propre qui n'a rien à cacher, où tout est sur la table. Mais ne s'agit-il pas aussi, voire surtout, d'une remarquable opération de désinformation? Alors, que faut-il entendre par désinformation? Le stratège François Géré définit dans un article du DiploWeb la désinformation de la manière suivante. La désinformation s'entend comme l'élaboration et la communication délibérée d'une fausse information soigneusement travestie afin de présenter les apparences de l'authenticité. La désinformation vise à égarer le jugement du récepteur cible afin de l'inciter à prendre des décisions inappropriées et à l'engager dans des actions contraires à son intérêt. Fin de citation. Bien sûr, la désinformation est vieille comme le monde. Elle ne cesse de se réinventer, notamment à travers l'usage des nouvelles technologies. Mais existe-t-il des fondamentaux, des régularités? Ce qui nous amène à la problématique suivante. Que nous apprend le 7e secrétaire? Chacun l'aura compris, cette problématique que nous apprend le 7e secrétaire est à la fois un hommage et une référence à un des ouvrages de Michel Heller, le 7e secrétaire, Splendeur et misère de Mikhaïl Gorbatchev, un classique publié aux éditions Orban en 1990. Répondre à cette question que nous apprend le 7e secrétaire, nous le ferons en 3 parties. Premièrement, il est possible, dans les contextes les plus singuliers, deuxième partie, de transformer des faiblesses internes en moyen de perturber la compréhension externe. Troisième partie, afin d'établir un rapport de force plus favorable. Commençons par la première partie. Il est possible dans les contextes les plus singuliers. En effet, les années Gorbatchev, 1985-1991, ont été celles d'une remarquable stratégie où les soviétiques ont secrètement, de 1985 à 1991, organisé par plusieurs moyens un vaste mouvement de fuite des capitaux soviétiques en dehors de l'Union soviétique. Les estimations les plus basses de ces mouvements de fuite des capitaux soviétiques de 1985 à 1991 sont de 25 milliards de dollars. Les estimations du cabinet Kroll sont de 100 milliards de dollars. On est donc sur un mouvement de fuite des capitaux qui, comme tout mouvement de fuite des capitaux, s'est fait discrètement, sans que les résultats de cette opération ne soient communiqués à grand renfort de communiqués de presse. Dans le même temps, et cela a été bien plus connu, les soviétiques ont organisé un mouvement d'endettement extérieur triplement
de l'endettement extérieur pour arriver en 1991 à plus de 70 milliards de dettes extérieures. Cette dette extérieure de 70 milliards de dollars aurait donc pu être pour partie au moins couverte par les capitaux mis en fuite, mais quand on met des capitaux en fuite, ce n'est pas pour payer son banquier. Les banques occidentales, notamment ouest-européennes, qui avaient consenti ces crédits, ont été fort contrariées lorsque, le 4 décembre 1991, l'URSS a déclaré qu'elle ne pouvait plus rembourser ses créances aux banques occidentales. Les banques ont alors été mises dans l'obligation de provisionner et les États ont dû faire face au coût des créances garanties à prélever in fine sur le contribuable. On rentrera dans les détails plus tard. Cette opération tout à fait remarquable, mais discrète, interroge dans une certaine mesure la compétence, voire la légitimité des responsables qui ont consenti, en Europe de l'Ouest principalement, ces créances sur l'URSS. Mais comment l'URSS s'est-elle mise en situation de pouvoir exercer un jeu financier sur 170 milliards de dollars, c'est-à-dire environ 100 milliards de dollars en fuite et 70 milliards de dettes extérieures. Comment en est-on arrivé là? Pour le comprendre, il faut remonter à la fin des années 1950, c'est-à-dire comprendre le contexte. À partir de la fin des années 1950, la superpuissance soviétique commence à manifester les signes d'une crise générale. Cette crise générale, cette crise systémique, semble engendrée par le système politique. Cela se traduit par une baisse tendancielle d'efficacité en termes de performance économique. Pour le dire simplement, le taux de croissance du PIB, qui avait connu des sommets un peu contraints à l'époque stalinienne, commence à baisser progressivement. La réforme de 1965 constitue le seul sursaut dans ce déclin. La chute de la rentabilité reprend à partir de la fin des années 1960. À compter de cette date, la crise ne cesse de prendre de l'ampleur. En 1977, l'économie soviétique affiche ses plus mauvais résultats depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. À partir de 1979, l'économie se dirige vers la croissance zéro. La production de nombreux produits essentiels diminue. Le ciment, le charbon, l'acier, le matériel ferroviaire, les tracteurs, les engrais. Chacun comprend que tout cela entraîne des réactions en chaîne. C'est pourquoi on parle d'une crise systémique. En 1981 et 1982, la croissance annuelle du PIB soviétique reste inférieure aux objectifs fixés par le plan. En 1982, l'économie soviétique s'approche de la croissance zéro. Le secrétaire général du Parti communiste, un vieux monsieur, on parlait d'un géronte, M. Léonid Brejnev, meurt le 10 novembre 1982 à l'âge de 76 ans. Le Parti communiste est alors particulièrement inquiet puisque les fondements mêmes de son pouvoir semblent lui échapper au moment même où la superpuissance américaine est dans une phase ascendante, dans une dynamique de bond technologique, au moment même où la communauté
économique européenne, en Europe de l'Ouest, tente de devenir un pôle de croissance. Autrement dit, comment accepter que l'URSS s'enfonce alors que les concurrents sont dans une phase ascendante? Il importe de trouver une solution. D'autant que le Parti communiste soviétique a découvert qu'il a une marge de manœuvre. Pour comprendre cette marge de manœuvre, il faut avoir à l'esprit quelques informations sur les activités des services secrets soviétiques durant les années Brejnev. L'un des services secrets soviétiques, le Comité pour la sécurité d'État, est connu en Occident sous le sigle KGB. L'ancien patron du contre-espionnage français, Marcel Chalais, a écrit « Le KGB est devenu, à partir des années 60, un instrument essentiel de la stratégie soviétique face à l'Ouest ». En 1967, le KGB est placé sous la direction d'un président qui devient en 1982 le secrétaire général du Parti communiste, Youri Andropov. Outre de brillants états de service au KGB, Youri Andropov est aussi un officiel de haut rang du Parti communiste. Certains analystes voient dans sa nomination à la présidence du KGB le signe d'une intensification des relations entre le parti et le KGB. Or, le KGB dispose de formidables moyens d'investigation sur la crise soviétique et le KGB a une vision panoramique des difficultés de l'économie soviétique et contribue à alerter les autorités. Le même KGB fait une découverte absolument extraordinaire, nous raconte un écrivain soviétique dissident, Alexandre Zinoviev. Il est soviétique mais dissident, autrement dit opposant au régime. Et Alexandre Zinoviev écrit « En Occident, les masses ne peuvent ni ne veulent savoir toute la vérité implacable sur l'URSS. Les médias et les nombreux soviétologues occidentaux aident considérablement les organes soviétiques dans la désinformation de l'opinion occidentale. » Et cette phrase, pour conclure cette citation qui est magnifique, « L'Occident aspire à être trompé et trompé d'une manière qui lui convienne. » L'Occident aspire à être trompé et trompé d'une manière qui lui convienne. Comment l'expliquer? C'est paradoxal, c'est contre-intuitif. Une première explication, c'est que la conflictualité, la relation conflictuelle avec l'URSS peut être difficile à vivre et qu'il est finalement plus confortable de s'endormir le soir après avoir compté les moutons en pensant vivre dans un monde pacifié. De plus, les pays occidentaux souffrent d'une forme de difficulté à comprendre qu'il puisse exister des systèmes politiques d'une nature différente. Les Occidentaux sont tellement sûrs d'être plus malins que tout le monde qu'ils considèrent qu'il est normal et légitime que d'autres cherchent à devenir comme eux. De cette difficulté à admettre l'altérité, Alain Besançon tire une phrase: « L'Occident n'a pas vraiment envie de connaître l'URSS. » Si vous ajoutez à ça que l'URSS, contrairement à nos sociétés, était une société fermée, où l'information circulait peu, où il était difficile de se déplacer, y compris pour les soviétiques, et plus encore pour les journalistes étrangers,
À partir du moment où nous ne sommes pas dans une démarche d'avoir envie de connaître et que l'information est difficile à trouver, alors la situation est favorable à l'URSS. De cette difficulté à admettre l'altérité naît peut-être la croyance qu'il est souhaitable et possible que l'autre devienne semblable à nous. Ainsi, certains occidentaux s'imaginent que le monde entier aspire à leurs valeurs. L'économie de marché, la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme, et pourquoi pas bien d'autres choses. Il résulte de cela qu'un pouvoir, même soviétique, avec ce que cela signifie, adressant à ces Occidentaux un discours semblant adhérer à leurs valeurs et prônant un monde pacifié, a toutes les chances d'être cru sur parole parce que c'est ce que nous avons envie d'entendre. Les pays occidentaux ont, semble-t-il, parfois tendance à prendre leurs désirs pour des réalités. Cette découverte capitale, faite par le KGB, se traduit par l'arrivée de Yuri Andropov au poste de secrétaire général du Parti communiste d'Union soviétique le 12 novembre 1982. À l'époque, ceux qui ont la chance d'avoir connu cette période s'en souviennent peut-être, la presse française fait ses gorges chaudes du fait que Yuri Andropov, certes, est le patron du KGB, mais il adorerait le whisky. Preuve qu'il est une personne de qualité et qu'avec lui, on peut probablement dialoguer. Vous retrouverez cette information dans les plus grands hebdomadaires de l'époque, preuve que l'on peut s'esbaudir de pas grand-chose. Quoi qu'il en soit, amateur de whisky ou pas, Yuri Andropov meurt le 9 février 1984, avant d'avoir eu le temps de mettre lui-même en musique le projet élaboré. On sort du placard un vieillard pour occuper la place. Il s'agit de M. Tchernyenko, qui occupe la place quelque temps, puis meurt, comme on attendait de lui. Et donc, on sort à ce moment-là Mikhaïl Gorbatchev, qui est nommé le 11 mars 1985 secrétaire général du Parti communiste d'Union soviétique. Avec la venue de Gorbatchev, écrit Alexandre Zinoviev, dissident soviétique, je le rappelle, les dirigeants soviétiques proposent à l'Occident la forme de mensonge qui convient à ces derniers. Ils se sont mis à jouer la volonté de mener des réformes qui supprimeraient tous les griefs nourris par les Occidentaux envers l'Union soviétique. Nous assistons, écrit-il, à une campagne grandiose visant l'opinion internationale telle que l'histoire n'en a jamais vue. Fin de citation. Gorbatchev remporte ce succès médiatique parce qu'il sait se conformer à l'image que l'on attend de lui, explique Michel Heller. Michel Heller poursuit, Mikhaïl Gorbatchev, c'est exactement le leader communiste que le monde occidental espère depuis la révolution d'octobre 1917. Pacifique, libéral, démocrate, tout en restant un fidèle socialiste. Fin de citation. Le directeur de la rédaction du Monde, qui n'est pas un quotidien de troisième zone,
Daniel Vernet, énonce ainsi le résultat obtenu en 1990. Depuis que Mikhaïl Gorbatchev est arrivé au pouvoir en 1985, l'image de l'Union soviétique s'est radicalement transformée. Foncièrement négative dans les dernières années du régime de Brejnev, assombrie par le ballet des gérondes du Kremlin, la chasse aux dissidents, l'invasion de l'Afghanistan, cette image est redevenue positive, sinon radieuse. Fin de citation. Ce qui nous amène à la deuxième partie, de transformer des faiblesses internes en moyen de perturber la compréhension externe. Par quelle méthode, sinon miracle, Mikhaïl Gorbatchev a-t-il réussi à changer l'image de l'Union soviétique en une poignée d'années? En prenant à contre-pied les représentations des pays occidentaux et particulièrement des Européens. Réputé communiste, l'URSS de Gorbatchev affiche bientôt des centaines de mini-partis, d'innombrables tendances, qui, ouvrez les guillemets, prouvent que l'URSS se démocratise. On ne peut plus lui reprocher d'être un système de monopartis, puisqu'il y a des centaines de partis. Étiquetée totalitaire, l'URSS prétend maintenant qu'elle est attachée à l'idéal démocratique et à l'état de droit, et elle procède, par la voix de Gorbatchev, à de nombreuses déclarations dans ce sens. Classée économie planifiée, l'URSS produit par la bouche de Mikhaïl Gorbatchev un discours où on parle matin, midi et soir de la réforme, la réforme, la réforme, et où l'on parle de l'économie de marché comme un objectif, une référence. Crainte, non sans raison, comme une menace militaire, l'URSS gave les Occidentaux de propositions de désarmement par rafales successives. Les Occidentaux n'arrivent plus à suivre les propositions de désarmement. Ainsi, Mikhaïl Gorbatchev propose une nouvelle grille de lecture de l'Union soviétique, ce qui atténue son altérité. Alain Besançon nous explique que l'image de l'URSS, et surtout de son leader, a été transformée grâce à une campagne mondiale où il est difficile de faire la part des mesures actives de la désinformation soviétique et du retournement spontané de l'Occident, toujours désireux de croire ce qu'il veut croire. Alors, comment faire pour montrer que le discours soviétique est vrai, quand tout le monde sait que la presse soviétique est censurée? Comment revalider la parole? Précédemment, l'URSS, à travers sa presse, était un peu comme un enfant qui a la réputation de mentir. Quand un enfant ment 100 fois, la 101e fois, on lui dit « Oui, mon chéri, tu as raison. C'est intéressant. » Et on n'écoute pas. On passe à autre chose. Donc, comment revaloriser la parole? Comment revaloriser le verbe? Comment conduire à ce qu'on lise à nouveau la presse soviétique? Eh bien, tout simplement, en admettant certains segments des réalités. Par exemple, et on peut le déplorer, mais peu importe, ce n'est pas le sujet, il existe aussi en URSS des prostituées. Jusque-là, c'était un sujet secret, caché. Désormais, on reconnaît dans la presse soviétique qu'il y a de la prostitution en URSS. Même chose pour la toxicomanie. On admet qu'il existe en URSS des toxicomanes.
de 1000 manières différentes. Et ainsi, écrit Zinoviev, la direction soviétique est prête à revêtir des tares analogues aux tares occidentales, afin d'avoir une allure occidentaloïdale. Fin de citation. La presse soviétique avoue donc qu'il existe des toxicomanes, des prostituées en URSS. Tranchant avec la langue de bois des années précédentes, nous avons l'impression que Gorbatchev rompt en tout domaine avec le passé. Et puisqu'on parle de prostitution, puisqu'on parle de toxicomanie, c'est que ce qui est écrit dans la colonne à côté, dans le dossier du journal à côté, est aussi vrai. Et qu'il faut donc le considérer. Pourtant, les révélations de la presse soviétique ne sont pas désintéressées. Alexandre Zinoviev explique ce qui apparaît comme une plus grande liberté d'information n'est en fait qu'un contrôle étatique plus moderne et rendu nécessaire par les circonstances. Ces nouvelles techniques doivent assurer un meilleur contrôle sur le flot de l'information qui parvient en Occident. La cible, c'est l'Occident. Bref, il s'agit de redonner de la valeur aux informations d'origine soviétique. En interne, la glasnost, puisque c'est de ça qu'il est question, peut aussi avoir des objectifs de politique intérieure, autrement dit, d'équiller un adversaire qui ne veut pas rentrer dans les clous fixés par Mikhail Gorbatchev. Alors on utilise la presse pour montrer que ce dirigeant de telle république a tel travers, qu'il est corrompu, ce qui n'est pas très compliqué parce que tout le monde l'est, donc lui aussi, et qu'on a des dossiers sur les uns et sur les autres. Et si on n'en a pas, on en fabrique. À l'origine, il s'agit surtout, je le répète, de viser l'extérieur. Aussi bien en Union soviétique qu'à l'étranger, il s'agit de maîtriser le verbe, afin de le transformer en une arme puissante entre les mains du secrétaire général. Michel Heller explique « Tout est fait pour endiguer le flot d'informations vraies, pour le mêler aux mensonges, l'adapter aux besoins du moment. L'une des réussites les plus magnifiques de la glasnost est d'avoir libéré les correspondants étrangers en poste en URSS de la nécessité de trouver des nouvelles. » Écrit Michel Heller. En effet, toutes les nouveautés, poursuit-il, toutes les nouvelles à sensation leur tombent préfabriquées de sources soviétiques, par le biais des agences de presse, TASS et Novosti, ou bien au briefing dans les ministères, ou bien lors de conversations de confiance avec des leaders soviétiques. Plus n'est besoin à présent d'autres sources qu'officielles. Et Heller termine en disant « Jamais auparavant, même dans les conditions de la censure la plus stricte, on était parvenu à contrôler aussi formidablement la presse étrangère. » Alain Besançon, qui est un spécialiste de la Russie et de l'URSS, réputé à l'époque, écrit dans un journal comme Le Monde, dont l'équipe de politique étrangère est pourtant réservée et bien informée, le correspondant à Moscou, Bernard Guetta, s'est installé dans le rôle de porte
parole enthousiaste, fermez les guillemets, de la glasnost, de la perestroïka. Comme chacun sait, celui-ci a eu par la suite à la fois un mouvement de départ du monde et ensuite une chronique sur la géopolitique à France Inter, qu'il a depuis peu quitté pour des raisons liées à sa retraite. Mais je voudrais plutôt présenter l'œuvre d'une universitaire, Madame Lily Marcoux, qui illustre assez bien la façon dont un certain nombre de personnes se sont fait l'écho des thèses gorbatcheviennes. En octobre 1988, la maison d'édition du général de Gaulle, Plomb, publie un livre de Madame Lily Marcoux intitulé « Les défis de Gorbatchev ». Si l'on en croit la 4e de couverture, Madame Lily Marcoux est née en Roumanie, elle est doctoresse lettres, vit en France depuis 1963, où elle est à la fois chercheure à la Fondation nationale des sciences politiques, ce qui n'est pas rien, et enseignante à l'Institut d'études politiques de Paris, ce qui n'est pas rien non plus. Avec de telles fonctions, on s'attend à un discours scientifique, argumenté, précis. Je vous laisse en juger. Dès l'avant-propos de cet ouvrage, Madame Lily Marcoux raconte sa réaction quand elle a appris la nomination de Mikhaïl Gorbatchev à la tête du Parti communiste de l'Union soviétique. Ouvrez les guillemets. « Quelle bonne nouvelle, dis-je alors. Voilà bientôt 20 ans que je l'attends. » Fin de citation. 3 ans après ce jour heureux, Madame Lily Marcoux dresse un premier bilan. Mikhaïl Sergueïevitch Gorbatchev ne m'a pas déçu. Au contraire, il ne cesse de m'étonner par l'ampleur de ses réformes, par la profondeur de sa pensée, par le rythme accéléré des mutations qui s'inscrivent d'ores et déjà dans le XXIe siècle, par sa cohérence surtout, par son courage, enfin. Oui, je crois à la force de ce changement-là. Oui, je pense qu'enfin, avec lui, l'URSS trouvera son second souffle, et cette fois-ci, le bon. Fermez les guillemets. Je vous rappelle que c'est estampillé IEP de Paris. Si on lit les titres des parties de l'ouvrage, avant de détailler l'ouvrage, mais je ne me ferai pas ici, on voit notamment quelques titres tout à fait éblouissants du type « Un autre credo, un monde sans armes, sans violence, sans haine, sans peur et sans soupçon ». Au terme de l'ouvrage, Madame Lily Marcoux conclut « Souhaitons à Mikhaïl Gorbatchev qu'il arrive à surmonter toutes ces épreuves et difficultés, qu'il mène à terme son œuvre commencée pour le grand bien de l'URSS et du monde. » Quelque temps plus tard, Madame Lily Marcoux se fait accrocher dans la revue Politique internationale, dirigée, comme chacun sait, par Patrick Weissmann, où l'on fait une note de lecture de cet ouvrage. Et la note de lecture de cet ouvrage, dans le numéro de printemps de Politique internationale, est assez salée. Il est écrit « On chercherait en vain une quelconque argumentation dans le livre de Lily Marcoux. Même les simples références à la réalité sont rares, car nous n'avons pas affaire à une analyse ni à une description, mais à une exégèse des saintes écritures de la nouvelle pensée, et notamment du texte fondateur dû à la plume du nouveau secrétaire général, Perestroïka. Exégèse est d'ailleurs un terme excessif, on devrait plutôt parler de paraphrase, tant la distance critique et le recul sont absents. On ne reconnaît le commentaire personnel qu'au ton enthousiaste. Fermez les guillemets.
Daniel Vernet, qui lui est à la rédaction du Monde, écrit que Mikhaïl Gorbatchev est ainsi parvenu à faire prendre les mots pour les choses. Si vous répétez démocratie 100 fois, au bout d'un moment, vous arrivez à faire croire que vous êtes devenu une démocratie. Ça marche avec tout le monde, sauf avec son banquier. Daniel Vernet écrit « Gorbatchev est parvenu à faire prendre les mots pour les choses, les concepts pour les changements. C'est sans doute ce qu'on appelle l'image de marque. » Voilà qui nous conduit à la troisième partie, afin d'établir un rapport de force plus favorable. Finalement, quel est le sujet? L'URSS souffre d'une crise systémique. Le système dysfonctionne. Qu'il s'agisse de l'agriculture, de l'industrie, et même de la foi dans l'idéologie communiste, à laquelle plus personne ne croit vraiment. On fait semblant d'y croire, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. La crise des nationalités. Bref, tout part sur la jante. Pourquoi Gorbatchev se donne-t-il tant de mal avec la perestroïka et la glasnost? Au plan intérieur, selon Michel Heller, il n'est qu'une réponse pour repousser au maximum la chute du système soviétique. Sur le plan international, pour Nora Books, qui fut une grande spécialiste de la presse soviétique, ce qu'on appelle la glasnost est en réalité un instrument du pouvoir soviétique. La glasnost vise dans son ensemble à faire croire à une évolution libérale du système soviétique. Ceci afin que les Occidentaux acceptent de contribuer à son renforcement, notamment en le finançant. Fin de citation. Propos confirmés à sa manière par un banquier qui confiait « Certaines banques françaises plongent en 1988 parce que, stimulées par la glasnost et la perestroïka, elles sont fascinées par Mikhaïl Gorbatchev. Ces banques croient dans les réformes annoncées. Elles consentent donc des crédits à des entreprises engagées dans des échanges avec l'URSS. Françoise Thom énonce pourtant la finalité diplomatique du projet mis en œuvre par Mikhaïl Gorbatchev de manière assez claire. Elle écrit « Il ne faut pas comprendre la perestroïka comme une entreprise visant à faire marcher le système soviétique. Il s'agit plutôt d'une tentative pour associer la communauté internationale à l'entretien, au financement, à l'équipement et à l'alimentation des pays socialistes. Le communisme n'est donc pas seulement un système de mensonges et de terreur, c'est aussi une gigantesque machine de pillage et de parasitisme. La perestroïka consiste à prendre les mesures de politique intérieure nécessaires pour que la communauté internationale consente au parasitisme en grand par le bloc soviétique. Fin de citation. Alain Besançon ajoute « Le socialisme a épuisé les ressources humaines de sa zone de domination. Il lui reste à parasiter les ressources du monde développé. » Ainsi, explique un diplomate français, tenu à une obligation d'anonymat, après avoir parasité les peuples d'Union soviétique, puis les peuples d'Europe de l'Est,
la direction soviétique fait tout pour parasiter le troisième cercle, l'Europe de l'Ouest. À cet égard, l'endettement délibéré est un processus d'ancrage magistral. Fin de citation. En effet, explique un banquier, les soviétiques ont compris qu'à partir d'un niveau de crédit conséquent, le débiteur, celui qui doit de l'argent, tient son créancier, celui qui a fait l'erreur de lui prêter de l'argent. Pourquoi? Parce que le débiteur peut facilement mettre en danger le créancier en suspendant ses remboursements. Le rapport de force est donc en faveur du débiteur. Il aura toujours raison. Autrement dit, confiait un banquier, si un client refuse de me rembourser 10 francs, je lui casse la figure. Si un pays me doit 1 milliard, je vais faire plus attention et lui accorder des facilités de rééchelonnement de façon à étaler dans le temps le remboursement. Et faire jouer, si possible, des processus de garantie, notamment par la COFAS en France, qui font porter sur le contribuable, à travers un jeu de tuyauterie qui échappe aux Français moyens, le poids du remboursement. Ainsi, une fois leurs dizaines de milliards partis en URSS, les Européens se réveillent piégés. Cette stratégie tout à fait remarquable s'est développée en 4 temps. Dans un premier temps, à partir de 1985, le discours de la glasnost et de la perestroïka incite les entreprises étrangères et les banques étrangères à signer davantage de contrats avec un nombre accru d'interlocuteurs soviétiques, puisqu'il y a l'espérance d'un décollage économique soviétique. Il y a de l'argent à se faire, et ça c'est assez excitant. Sans oublier que l'URSS a une qualité extraordinaire, c'est que compte tenu de sa superficie, elle est assise sur des ressources naturelles qui rendraient fou n'importe quelle personne saine d'esprit. Il y a de tout en quantité importante. Donc il y a l'idée que si jamais il ne paye pas, de toute façon, on se paiera sur la bête. Expression un petit peu rugueuse de banquier qui veut dire que de toute façon, on y arrivera, on mettra la main sur des ressources naturelles et on se remboursera. Délicieuse illusion. Sous l'effet de la glasnost, beaucoup accueillent avec enthousiasme la levée de l'obtention préalable de la garantie de la Banque d'État pour le commerce extérieur soviétique, puisqu'il y a la glasnost. Sauf que, nous explique Pascal Leroux, qui à l'époque travaillait à l'IFRI, lorsque sont arrivées les premières échéances des contrats signés à partir de 1987, en pleine Gorgibania, les Occidentaux se sont aperçus que l'entreprise partenaire soviétique n'avait quelquefois pas les moyens de payer. Et comme on avait levé l'obligation d'avoir la garantie de la Banque d'État pour le commerce extérieur soviétique, la partie qui s'était un peu précipitée n'avait plus que ses yeux pour pleurer. La Banque des règlements internationaux note à ce sujet que c'est la décentralisation de la gestion des emprunts à l'étranger, associée au maintien d'un contrôle administratif sur l'octroi des devises, ce qui permet de rembourser, qui est à l'origine de l'apparition d'arriérés sur des crédits commerciaux à court terme de l'Union soviétique. Fin de citation. Autrement dit, dans ce premier temps, l'État produit un discours, la glasnost, qui génère de la confiance. L'État incite les entreprises et les banques étrangères à accorder des crédits à un nombre croissant d'interlocuteurs soviétiques, mais sans apporter
la garantie, ni octroyer à ces entreprises les devises nécessaires pour payer leurs créances à l'étranger. Cela met des dizaines d'entreprises en difficulté. Dans un deuxième temps, à partir de 1989, les soviétiques laissent délibérément gonfler les arriérés commerciaux. Ceci pour obtenir un surcroît de crédits publics occidentaux. Ainsi, ces arriérés de paiement soviétiques sont officiellement identifiés dès 1989 comme artificiels. Ce sont des actes politiques. Il s'agit de mettre en danger des entreprises et des banques afin que les États couvrent le risque. Et effectivement, en France, la COFAS, qui est un organisme qui garantit un certain nombre de crédits, pour peu qu'on paye une cotisation, trouve en octobre 1990 2 milliards de francs pour indemniser des entreprises françaises qui n'ont pas vu les factures payées par la partie soviétique et souffrent d'arriérés de paiement soviétiques. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. À l'époque, les médias reprennent une rumeur, infondée mais médiatisée, affirmant l'existence d'une famine en Union soviétique. Dans ce contexte, les États se sentent obligés d'intervenir, notamment sur l'aide bilatérale d'un pays à un autre pays. Certains gouvernements accordent donc de multiples crédits garantis, faisant porter l'essentiel du risque sur le contribuable. Et en multipliant ces démarches bilatérales, l'URSS arrive dans un troisième temps à inciter les pays créanciers à passer à une aide multilatérale. Multilatérale à travers l'implication de la Communauté économique européenne, par exemple, qui prend en charge une partie importante de l'aide humanitaire. On mettra des guillemets. L'avantage pour les gouvernements européens comme pour les gouvernements soviétiques, c'est que l'aide multilatérale est illisible pour le citoyen européen lambda, qui n'y comprend rien. Les lignes de crédit sont tellement nombreuses que tout cela se fait dans un flou qui arrange tout le monde. Enfin, arrivent les stockades, le quatrième temps. Le 4 décembre 1991 survient l'artificielle suspension de paiement de la dette extérieure soviétique. Je dis artificielle parce qu'il y a au moins 25 milliards de dollars, voire 100 milliards de dollars, sur des comptes secrets à l'étranger. S'ils avaient voulu payer, ils auraient pu payer. Mais ils ne souhaitaient pas payer. L'objectif était de passer à une étape au-dessus, l'internationalisation de l'ancrage à travers l'obligation faite par exemple au Club de Paris, par exemple au Fonds monétaire international, de mettre en œuvre de nouvelles modalités d'accès au crédit par des facilités d'ajustement et bientôt des plans de rééchelonnement. Dans tous les cas de figure, in fine, c'est le contribuable qui paye. Ainsi, en plusieurs étapes, les arriérés artificiels de paiements commerciaux en 1989, la suspension artificielle de paiement de la dette en 1991 et plus tard le non-respect des accords du Club de Paris sont des coûts successifs qui mettent en danger les Occidentaux et les obligent finalement à concéder des avantages. Ainsi, il y a un fonctionnement en système. Le discours de la glasnost, la fuite des capitaux, l'endettement extérieur qui triple
en une poignée d'années, de 1985 à 1991, crée une situation où l'URSS peut espérer s'ancrer à la sphère de prospérité occidentale, qui est de loin la plus exposée. Il s'agit en quelque sorte de former une situation où les Occidentaux doivent assumer une partie du coût du communisme en URSS, voire dans les pays de l'Est. Il s'agit de socialiser à l'échelle du monde le prix du communisme. Cette situation a été comprise à l'époque par un certain nombre d'experts, Alexandre Zinoviev, Michel Heller, François Stom, Nora Books, Alain Besançon et quelques autres. Mais ils n'ont pas été entendus. Le tirage des ouvrages critiques des uns et des autres est plusieurs dizaines de fois inférieur au tirage des propos de M. Gorbatchev dans son livre Perestroïka. Un exemple simplement, alors que Alexandre Zinoviev avait publié en 1977 Les hauteurs béantes avec un succès significatif, 15 000 ventes en un an, à l'époque de Mikhaïl Gorbatchev, en 1987, son ouvrage Le Gorbatchevisme ne se vend qu'à 1700 exemplaires en un an. A l'inverse, Mikhaïl Gorbatchev, en 1987, lui, vend en un an 300 000 exemplaires de son livre Perestroïka. Que des gens qui n'ont jamais mis les pieds en URSS achètent et mettent dans leur bibliothèque parce que ça fait moderne, ça fait tendance. Et effectivement, il est intéressant de lire ce genre d'ouvrage. Pire, un certain nombre d'experts critiques, alors que nous sommes en démocratie, se trouvent mis sur la touche. Mis sur la touche des médias, ou quelqu'un comme Michel Heller, par exemple, qui avait une réputation bien installée au début des années Gorbatchev, se trouve mis sur la touche et mis dans l'impossibilité de publier, ou bien au ministère de la Défense, quand une soviétologue réputée perd brutalement son poste dans un institut proche du ministère de la Défense. Radio France Internationale, en janvier 1991, met fin également aux activités d'un journaliste qui était critique à l'égard de Gorbatchev. En revanche, un journaliste qui, lui, est trouvé un soir à fouiller dans les dossiers du personnel alors qu'il est spécialiste de l'Union soviétique et qu'on explique que celui-ci a tous les visas qu'il veut, quand il veut, pour aller dans l'Union soviétique, mais il cherche dans les dossiers du personnel. La seule sanction qui est prise, c'est qu'il est interdit d'antenne, mais il a le droit de continuer à travailler à la rédaction et à rédiger des dépêches. Il y a donc effectivement une situation assez paradoxale. À la fois, le jeu de Gorbatchev est compris, et en même temps, finalement, ça ne sert pas à grand-chose. On peut aussi se poser la question, quelle est la responsabilité des États-Unis dans l'affaire ? Les États-Unis ont-ils cru en Gorbatchev? L'ont-ils compris? Ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont pas misé sur Gorbatchev, financièrement. Et il y a un moment où le nerf de la guerre, c'est aussi un instant de vérité. Les États-Unis ont mis leur premier dollar, leur premier milliard de dollars sur Gorbatchev en 1990. Autrement dit, ils ont attendu l'ouverture du rideau de fer. Précédemment, ce sont les Européens qui s'y sont collés. Et effectivement, lorsque survient le 4 décembre 1991, les États-Unis ne détiennent que 1,25% des créances soviétiques. 1,25%. C'est des cacahuètes. En revanche, les Européens de l'Ouest portent plus de 75% des créances soviétiques
sur le dos. Et des pays comme l'Allemagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni, ces 4 pays, à eux seuls, portent 60% des créances soviétiques impayées au soir du 4 décembre 1991. Le général gallois commentait ainsi: « Les Américains ont sciemment laissé les Européens de l'Ouest se nourrir d'illusions, engloutir leurs ressources dans un puits sans fond. Ce qui affecte le développement ouest-européen. Pendant ce temps, les Américains investissent dans la recherche pour conserver leur avantage concurrentiel. » Ainsi, les pays de la communauté économique européenne apparaissent comme les grands perdants des années Gorbatchev. Ce plan, dont le mot symbole est la glasnost, avec la perestroïka, est brillantissime. Et pourtant, glasnost ou pas, l'URSS disparaît au mois de décembre 1991. On peut retenir 2 dates, soit le 8 décembre 1991, date de la création de la Communauté des États indépendants, la CEI, qui devient, dans les années qui suivent, une coquille vide qui se réinvente ou pas sous d'autres intitulés, ou bien la date du 25 décembre 1991, quand Mikhaïl Gorbatchev, KO debout pendant 2 semaines, finit par comprendre qu'il est à la tête d'un pays qui n'existe plus, l'URSS, puisque l'URSS est cassée en 15 morceaux différents et qu'il ne reste plus que la Russie avec 17 millions de kilomètres carrés seulement et une population à l'époque de presque 150 millions d'habitants seulement. Les années 90 sont très difficiles en Russie. Au début des années 90, en 92-93, l'inflation s'élève à plus de 1000%. Nous en arrivons à la conclusion. Notre sujet était la glasnost de Mikhaïl Gorbatchev, transparence ou désinformation. Et notre problématique, que nous apprend le 7e secrétaire? Au terme de cette étude, Mikhaïl Gorbatchev, qu'on remercie, nous apprend que la glasnost a été à la fois une politique de transparence, puisqu'elle a été traduite ainsi par les agences soviétiques, et une remarquable opération de désinformation, puisqu'elle a conduit les Européens de l'Ouest à ne rien comprendre de ces manœuvres, voire à prendre des décisions contraires à leurs intérêts. Ceux d'entre vous qui voudraient aller plus loin dans la compréhension de l'URSS trouveront, avec la nouvelle masterclass du DiploWeb, du professeur Jean-Robert Raviot, c'était quoi l'URSS, des éléments complémentaires. Le 7e secrétaire général nous apprend aussi, et c'est intemporel, donc toujours d'actualité, premièrement, l'importance de réfléchir au sens des mots avant de les répéter comme un perroquet. Aujourd'hui encore, cela reste exact. Deuxièmement, le 7e secrétaire général nous apprend combien nos fantasmes géopolitiques nous piègent. Par exemple, vouloir exporter la démocratie, c'est un fantasme. Ça donne quel résultat? On peut en parler. Ça ne veut pas dire que la démocratie n'est pas précieuse, bien au contraire, mais c'est une construction locale, beaucoup plus que quelque chose qui vient s'imposer de l'extérieur. Troisièmement, Monsieur le secrétaire général nous apprend, à travers moult exemples, le rôle des idiots utiles. Les idiots utiles, ce sont des gens qui, pensant bien faire, de manière plus ou moins sincère, font le jeu d'une autre partie. Le terme d'idiot utile vient d'être à nouveau utilisé ces
pour dire combien il est d'actualité. Dans un rapport de l'IRSEM, rédigé par Paul Charon et Jean-Baptiste Jangen-Villemer, intitulé « Les opérations d'influence chinoise » en ligne sur le site de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Et l'on pointe, cette fois-ci, non pas pour l'URSS, qui n'est plus, non pas pour la Russie, mais pour la Chine, l'existence d'idiots utiles qui répètent ou jouent la partition du Kremlin. Enfin, quatrième enseignement de Monsieur le Secrétaire général, il nous démontre notre difficulté à penser l'altérité, la différence. Et cela reste vrai. Nous sommes parfois tellement convaincus de notre supériorité que nous sommes bien en peine de penser la différence. Ajoutons que cette supériorité peut se discuter, en tout cas devient relative. D'autre part, cela montre aussi notre difficulté à penser le conflit. C'est tellement plus facile de penser que l'autre est plein de bonne volonté, veut la paix, l'amour, plutôt que de se poser la question, mais qu'est-ce qu'il veut vraiment? Quel est l'objectif? Penser le conflit, ça n'est pas simple. Penser la concurrence sur les enjeux de puissance, ça n'est pas simple. Le long et difficile chemin de ceux qui tentent depuis quelques années de conduire l'UE sur la voie de l'autonomie stratégique illustre combien ce chemin est difficile. Dans une certaine mesure, la glasnost est un cas d'école qui démontre comment fonctionne la désinformation. Mais bien sûr, compte tenu de l'évolution du contexte, compte tenu des nouvelles technologies, la désinformation évolue. Les manières d'y faire face aussi. Et je donnerai en ouverture deux exemples qui sont intéressants à connaître. Premièrement, en 2014, après la violation des frontières ukrainiennes par la Russie en Crimée, puis son soutien à une guerre hybride dans le Donbass, l'Union européenne crée un groupe de travail appelé East Stratcom pour contrer les opérations de désinformation de la Russie dans son étranger proche, c'est-à-dire les 14 autres ex-républiques socialistes soviétiques. Il s'agit pour l'Union européenne de comprendre comment la Russie travaille son étranger proche, de décoder les campagnes de désinformation russes et de les démystifier. Il en est résulté un site qui s'appelle EUVS 10info, EUVS 10info, qui dispose d'un compte Twitter, EUVS 10info, qui est une mine d'informations pour comprendre ce que l'UE comprend des acteurs extérieurs, principalement la Russie, dans leur jeu à l'égard de l'Union européenne. Je signale, et je le regrette, que nos amis de EUVS 10info ne s'intéressent pas davantage à la désinformation venue de nos amis américains, qui ne sont pas mauvais non plus. Je referme cette parenthèse. Depuis un peu plus d'un an, ce site fait cependant un effort tout à fait significatif pour être accessible dans plusieurs langues, y compris en français. N'hésitez donc pas à le faire savoir. Plus récemment, en 2020, en France, après l'assassinat de M. Samuel Paty, a été créée la Task Force Honfleur, dont le nom est merveilleux parce que ça ne veut rien dire, donc il n'y a pas lieu qu'on s'y intéresse. Et la Task Force Honfleur, en fait, a été pensée pour chercher à comprendre les opérations de désinformation qui ont prospéré sur les réseaux sociaux autour de l'affaire Samuel Paty et du discours du président de la République française dans la cour de la Sorbonne après cet événement, pour mettre à jour le fait que la Turquie
membre de l'OTAN, candidate à l'UE, était derrière ces opérations de désinformation menées sur les réseaux sociaux contre les intérêts français. La task force Honfleur a tellement bien fait son travail qu'il a été décidé de la structurer, de la porter, en créant en 2021, cette année, une agence appelée Viginum, V-I-G-I-N-U-M, qui est adossée au secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, le SGDSN. Et Viginum a pour mission de surveiller la bonne tenue du référendum en Nouvelle-Calédonie en décembre 2021 et la bonne tenue de l'élection présidentielle en termes d'influence d'acteurs étrangers, puisqu'il y a une prochaine élection présidentielle au printemps 2022. La question de la désinformation est donc une question tout à fait passionnante. L'histoire de la glasnost nous donne des clés de lecture, mais bien sûr, la réalité change tous les jours, et la désinformation aussi. Et comme vous le voyez, cela reste un sujet d'actualité. Je vous remercie de votre attention. Je propose de prendre quelques minutes pour répondre à une ou deux questions, si vous avez des questions. La question posée est: n'est-ce pas se mettre en position de faiblesse que de mettre sur la place publique, via EUVS Disinfo, les éléments de connaissance à disposition de l'Union européenne sur la stratégie russe, notamment, ou chinoise, à l'égard de l'UE? C'est une manière de voir, c'est possiblement exact en partie. Le parti pris, semble-t-il, de l'Union européenne, et plus particulièrement du groupe East Stratcom, qui est porté notamment par des Polonais et des Lituaniens, c'est plutôt, et c'est à mon avis démocratique, de donner aux citoyens des éléments de connaissance et de scanner en permanence les médias russes à destination de l'étranger proche pour construire une grille de lecture d'arguments de désinformation qui sont servis sur la place publique pour en fait désamorcer la bombe. L'idée, c'est ça. Maintenant, on peut discuter cette méthode. Ce que j'observe pour ma part, c'est que la notoriété de EUVS Disinfo reste très en dessous de ce qu'elle pourrait être. Une autre question ? Alors je termine par un dernier point qui est finalement pourquoi est-ce que l'URSS a implosé ? Sujet majeur. Parce que la stratégie de la glasnost est brillantissime et pourtant ça n'a pas suffi. Il y a, selon l'historien Michel Heller, au moins 3 raisons. Et j'ajouterai des raisons externes. Les 3 raisons que Michel Heller donne sont des raisons internes. Michel Heller écrivait dans un entretien qu'il m'a accordé le 13 décembre 1991, c'est-à-dire au moment où l'URSS venait de disparaître. Heller écrivait: la perestroïka de Gorbatchev était d'avance condamnée. Il cherchait seulement à améliorer le rendement du système afin de le conserver. Pour 3 raisons, ce processus n'avait aucune chance. Premièrement, parce que le système n'est pas réformable. En effet, ce genre de système rigide fonctionne jusqu'au moment où il essaye de s'améliorer. Prenons une comparaison. Avant la perestroïka, ce système ressemblait à un dinosaure.
Mikhaïl Gorbatchev a voulu en faire un centaure. Mais si le dinosaure a été dépassé, il a cependant existé. Alors que jamais le centaure, lui, n'a foulé le sol de la Terre. Parce que le centaure reste un mythe, tout comme un système soviétique amélioré. On reconnaît là l'esprit taquin de Michel Heller. Deuxième observation de Michel Heller, Gorbatchev n'a jamais eu l'audace de mener une politique conséquente pendant 1 an. Et il est vrai que tous les 6 mois, ça changeait de direction. Troisièmement, sa stratégie de pouvoir a déclenché des mouvements imprévus. Ces derniers ont engendré l'explosion d'un système condamné par sa rigidité. Résultat, l'URSS des républiques, l'Union des républiques socialistes soviétiques a cessé d'exister. Fin de citation. Ça, c'est les raisons internes, et j'ajoute une raison externe. La raison externe, c'est que les États-Unis de Ronald Reagan, qu'on moquait ici en Europe en disant ce garçon est un ancien acteur, ce qui n'est pas sérieux, mais en plus acteur de western, ce qui est complètement débile. Donc par définition, il est débile puisqu'il est acteur de western. Et Ronald Reagan a mis en œuvre dès 1981 une politique que nous n'avons pas comprise, qui consistait en fait à relancer la course aux armements à travers l'initiative de défense stratégique que nos amis journalistes ont appelée la guerre des étoiles, qui visait en fait à pousser l'URSS à l'asphyxie. Et à l'occasion d'une rencontre dans un lieu improbable, il m'est arrivé de discuter avec un ancien porte-parole de la propagande de Gorbatchev à Paris, officier du KGB de son État, à qui je disais que la guerre des étoiles avait poussé l'URSS à dépenser de l'argent en termes de défense, et je ne sais plus combien je disais, c'était 10 ou 15%, et il m'a dit, mais vous rigolez, c'était 25% du budget soviétique que nous dépensions en défense. Parole d'officier du KGB, ça vaut ce que ça vaut. Mais ça montre que l'initiative de défense stratégique a bien poussé l'URSS à faire des dépenses de défense et qu'on ne peut pas tout dépenser, on ne peut pas tout payer et qu'il y a un moment, on ne peut plus. Et les pénuries qui se sont multipliées en URSS durant ces années-là étaient liées au fait qu'on dépensait de l'argent ailleurs. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une excellente soirée. Merci.